Première Guerre mondiale, le 22 avril 1915. Sur les conseils du grand chimiste allemand Fritz Haber, l'état-major allemand ordonne la libération de 170 tonnes de dichlore, un gaz suffocant et mortel, sur les troupes adverses, principalement des Anglais, Canadiens et colonies françaises. Cette attaque ouvre une brèche dans les tranchées et fait reculer de 3 km le front côté allié. C'est la première fois qu'on assiste à une attaque par libération massive de gaz de combat. Le sol se trouve jonché de cadavres et l'air est difficilement respirable. C'est l'horreur. Mais alors comment on en arrive là? Alors Fritz Haber, c'est ce remarquable chimiste qui fait l'une des plus grandes découvertes du XXe siècle, la synthèse de l'ammoniac, aujourd'hui à l'origine de plus de la moitié de la production agricole mondiale. Je vous ai déjà raconté les prouesses de ce cher monsieur en détail dans le dernier épisode sur le nitrate d'ammonium. Si c'est pas fait, je vous recommande d'aller le voir, lien en description. Mais le parcours de cet homme, Fritz Haber, présente aussi une partie plus sombre dont on va parler aujourd'hui. Il a d'ailleurs un petit surnom pas très sympa, il y en a certains qui s'appellent Mimi ou Doudou, mais pas Fritz Haber. Fritz Haber, lui, c'est le père des armes chimiques. Dans cet épisode, on va parler de la face sombre de ce grand chimiste, des gaz de combat et de la lutte contre le cancer. Alors oui, là, vous devez vous dire, mais c'est surprenant. Croyez-moi, il y a un lien entre les deux, vous allez voir. À travers l'histoire, vous verrez dans cet épisode que la science peut répondre aux besoins de l'humanité, mais qu'elle peut aussi être détournée à des fins peu heureuses. Et ça, c'est l'humain. Bref, aujourd'hui, mes amis, vous allez découvrir une chimie pour le meilleur et pour le pire. Si t'as pas de labo, t'as blablaro, t'as blablaro. Alors, pourquoi Fritz Haber a-t-il été surnommé le père des armes chimiques ? En étant à l'origine de la première utilisation massive de gaz de combat lors de la Première Guerre mondiale, certains considèrent que Fritz Haber a en quelque sorte banalisé l'utilisation des armes chimiques. D'ailleurs, certains compatriotes de Haber n'étaient pas du tout d'accord avec ses agissements, à commencer par son grand ami physicien Albert Einstein qui a tenté de le convaincre de se détourner de ses activités, sans succès. Haber, il était vraiment déterminé et dévoué à son pays, et selon lui, l'utilisation des armes chimiques devait permettre à l'Allemagne de gagner la guerre plus rapidement. Ce qui n'a au final pas été le cas. Albert Einstein n'a pas été le seul à contester Haber, il y avait aussi sa femme, Clara Immerwahr, enfin du coup Clara Haber après leur mariage. Vous devez vous en douter, des femmes chimistes à l'époque, ça courait pas vraiment les rues. Hélas, le mariage entre Clara et Fritz n'était pas franchement heureux. Fritz Haber, en plus d'être relativement absent au foyer, n'a pas soutenu la carrière de chimiste de Clara, et leur fils, nommé Hermann, quant à lui, voulait devenir avocat. Mais Fritz, là, le força à faire de la chimie. Bref, je vous raconte pas l'ambiance à la maison, et Clara était en profond désaccord avec les agissements de son mari. Pour elle, il pervertissait la science avec son utilisation des armes chimiques, sans compter qu'en plus Haber avait une maîtresse, bref, ça faisait beaucoup. 10 jours après la première attaque au dichlore supervisée par Haber, dans la nuit du 1er au 2 mai 1915, Clara met fin à ses jours avec l'arme de son mari, la plus forte manière de contester ses agissements. Le lendemain, Fritz Haber retourne au front. Bon, revenons à la Première Guerre mondiale. Grâce à son incroyable talent, et oui, je fais encore allusion à la synthèse de l'ammoniac, Fritz Haber est promu leader du programme d'armement chimique allemand, dans lequel il travaille sur des gaz de combat. Après la première grosse attaque au dichlore dont j'ai parlé juste avant, les gouvernements alliés se plaignent d'une violation flagrante des lois internationales qui interdisaient déjà les armes chimiques dites asphyxiantes et délétères depuis la conférence de la Haye en 1899. Forcément, après cette grosse attaque, les alliés crient à l'injustice parce que l'Allemagne aurait violé les traités. À ça, l'Allemagne répond que la France est la première à avoir utilisé des gaz de combat. En effet, dès août 1914, les Français lançaient des cartouches de bromoacétate d'éthyle, puis faute de stock de chloroacétone, qui sont tous deux des agents lacrymogènes. C'est une interprétation qui tient difficilement parce que le dichlore, contrairement à ces lacrymogènes, c'est une arme létale. Le dichlore tue. Vous vous en doutez, avec tout ça, Fritz Haber est en tête de liste des criminels de guerre pour les Alliés. Même si les Alliés, de leur côté, ont également utilisé des armes chimiques, mais bon, c'est la guerre, et pour justifier ça, ils vont utiliser l'excuse « c'est lui qui a commencé !» On comprend du coup pourquoi, après la Première Guerre mondiale, les Alliés ont boycotté la remise du prix Nobel de chimie de Fritz Haber, qui a eu lieu en 1920. La suite, je pense que vous pouvez la deviner, c'est assez évident. Alors, ça va prendre un peu de temps, mais les Alliés, eux aussi, vont se mettre à l'utilisation massive des gaz de combat. D'ailleurs, même avant l'attaque du 22 avril 1915, il semble qu'il y ait des documents qui montrent que les recherches sur les armes chimiques se faisaient déjà en France et en Grande-Bretagne. Bref, il n'y a pas de côté où c'est tout rose, ça on le sait déjà, c'est la guerre. Alors que quelques années plus tôt, on avait signé des traités pour interdire ces armes. Et ces traités, évidemment, pendant la Première Guerre mondiale, ils n'ont pas du tout été respectés ni par les uns ni par les autres, et au total, les deux camps ont utilisé une 50aine de substances en tant qu'armes chimiques. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme.
Alors, je vais pas vous faire la liste, mais voici le top 3 des plus utilisés, le dichlore, le phosgène et enfin le malheureusement trop célèbre gaz moutarde, bien qu'en nombre de morts, en fait, c'est le phosgène qui a été le plus dévastateur pendant cette guerre. Je vous propose maintenant de voir rapidement le mode d'action de ces armes et comment l'on peut s'en protéger. Commençons par l'action du dichlore. Le dichlore, en fait, va entrer par les voies respiratoires et créer des lésions et œdèmes pulmonaires qui peuvent aller jusqu'à la mort ou qui laissent des séquelles. En fait, au contact de l'eau, le dichlore se transforme en ion chlorure inoffensif, mais surtout en acide hypochloreux, qui est un bon désinfectant. Pour faire simple, inhaler du dichlore, c'est un peu comme boire en même temps de l'eau de Javel et de l'acide chlorhydrique. Donc, pas terrible. Enfin, si justement, c'est terrible et c'est mortel. C'est l'acide hypochloreux, à la fois acide et oxydant, qui réagit un peu avec tout ce qu'il trouve sur son passage et qui va créer de sérieux dégâts, les lésions et œdèmes dont j'ai parlé juste avant. Fort heureusement, si la chimie donne ces terribles armes, elle donne aussi des solutions pour s'en protéger. Avec un simple tissu humide, on avait déjà une protection, on va dire, minimale, parce qu'on l'a vu, le dichlore réagit avec l'eau, et ce qui fait qu'il vaut mieux qu'il réagisse d'abord avec le tissu, plutôt qu'avec l'eau dans vos poumons. Cette protection, elle va être un peu améliorée en fait si le tissu il est imbibé d'urine. Alors ouais, l'urine contient de l'acide urique qui réagit aussi avec le dichlore, et pareil, avant qu'il atteigne vos voies respiratoires. Franchement, je me demande bien comment ils ont découvert ça. Mais l'hygiène, bon, à un moment, on n'a pas trop le choix aussi. C'est donc l'acide hypochloreux qui est vraiment toxique car il est acide et oxydant. Et du coup, si on connaît la chimie, on peut s'en protéger. C'est pour ça qu'on a confectionné des masques relativement efficaces. Le plus utilisé contenait plusieurs couches de tissu imprégnées d'une solution glycérinée de thiosulfate et de carbonate de sodium. Cela fonctionne très bien car le thiosulfate réducteur transforme l'hypochlorite en chlorure inoffensif et le carbonate basique va neutraliser l'acidité. Là, vous vous en doutez, il fallait trouver une arme pire que le dichlore. C'est quand même fou comme la guerre stimule la créativité humaine, non? 6 mois après la première attaque au chlore, l'Allemagne utilisait donc le phosgène, lui aussi suffocant mais beaucoup plus dangereux. Le phosgène, c'est vraiment une arme redoutable. Il est responsable de 80% des morts par usage d'armes chimiques pendant la Première Guerre mondiale sur l'ensemble des belligérants, parce qu'il n'y a pas que les Allemands qui l'ont utilisé. Qu'en est-il de l'action du phosgène? Le phosgène, il réagit à peu près avec tout ce qu'il trouve sur son passage, comme les acides aminés et les protéines, tout en formant de l'acide chlorhydrique. Il a une action qui est certes plus lente que celle du dichlore, mais encore plus redoutable. Là aussi, des masques de protection équipés de filtres imbibés de produits adéquats ont été mis au point pour se protéger du phosgène. Donc c'est toujours le même principe, les produits utilisés ont le même but, réagir avec le phosgène avant qu'il n'atteigne les voies respiratoires. Et puis enfin, on va finir avec quelques mots sur le gaz moutarde. Donc d'abord, son nom de gaz moutarde, il provient des impuretés qu'il contient et qui lui confèrent en fait une odeur caractéristique un peu piquante de moutarde, justement. Mais lorsqu'il est pur, il est totalement inodore. Ce produit, il est aussi connu sous le nom hypérite, car il a été utilisé pour la première fois dans la ville de Ypres, en Belgique. Alors, le gaz moutarde, c'est un produit qui est très persistant. S'il pleut pas, il peut tenir jusqu'à plusieurs jours dans les tranchées, ce qui les rend inutilisables. Bon, et s'il pleut, il s'hydrolyse et devient inoffensif. Ouf! Ce produit peut agir par simple contact avec la peau, alors que le dichlore et le phosgène n'agissent que par inhalation. Il est donc beaucoup plus compliqué de s'en protéger. Bref, avec le gaz moutarde, c'est combinaison intégrale obligatoire. L'hypérite, à côté de ses nombreux effets immédiats, brûlure, inflammation des yeux et des voies respiratoires, cible également la double hélice d'ADN, ce qui provoque en plus des effets à long terme, des effets mutagènes et cytotoxiques. Et si je vous dis que la compréhension du mécanisme d'action de l'hypérite a permis de développer des traitements contre le cancer, vous me croyez? Bon, j'y reviens dans un instant, terminons-en d'abord avec les armes chimiques. Le problème de ces armes chimiques, c'est pas seulement la mort au combat, c'est pire que ça. Bien souvent, ceux qui y survivent, qu'on appelle les gazés, gardent des traumatismes physiques et psychologiques pour le restant de leur vie. Et les syndromes post-traumatiques sont encore plus importants chez les restes de troupes gazées. C'est d'ailleurs probablement l'une des raisons de l'interdiction de ces armes. L'usage de ces armes a profondément marqué l'opinion et ressort souvent comme majeur dans la Première Guerre mondiale. Mais je voudrais un peu nuancer. Si on prend le nombre total de morts, les morts par armes chimiques est inférieur à 1% de ce total. Donc oublions pas qu'avec ou sans ces armes, l'horreur de la guerre était bel et bien là. Revenons à Fritz Haber. En 1931, Haber va être de plus en plus préoccupé par la montée du national-socialisme en Allemagne et par la mise en sécurité possible de ses amis, de ses associés et de sa famille. En 1933, lorsque les nazis arrivent au pouvoir, il va être ordonné à Haber de virer de son institut tout le personnel juif. Lui va tenter de retarder leur départ suffisamment longtemps pour leur trouver un endroit où aller, mais vous vous en doutez, tout ça va être extrêmement compliqué.
Haber va être profondément affecté, car même s'il était initialement de confession juive, il pensait que sa propre conversion au christianisme, en 1893, donc ça remontait, et les services qu'il avait rendus à l'État pendant la Première Guerre mondiale, auraient dû faire de lui un patriote allemand. Profondément troublé par ce rejet, Haber décide de partir en Suisse. Un peu plus tard, le 29 janvier 1934, Fritz Haber décédera d'un infarctus dans un hôtel en Suisse. La suite de l'histoire n'est pas plus heureuse. En fait, en 1917, Fritz Haber avait lancé un projet visant à développer des pesticides et insecticides. Ce qui était logique vu qu'il avait déjà développé un procédé pour faire des engrais. Entre les deux grandes guerres, son projet va permettre de développer un insecticide composé d'acide cyanhydrique, très toxique, et d'un agent lacrymogène qui pue afin d'avertir la population du danger, le bromoacétate d'éthyle, qui au passage est le même lacrymogène que les Français avaient utilisé en août 1914. Là encore, la guerre va donner de mauvaises idées. Après la mort de Haber, pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis détourneront cet insecticide, le Zyklon B, mis au point dans un des projets de Haber pour un tout autre objectif. Sans l'agent lacrymogène, les nazis l'utiliseront dans les chambres à gaz, ce qui fera plus d'1 million de morts, incluant des proches de Haber. En 1946, le fils de Haber et Clara, nommé Hermann, se suicide à son tour. Et pour finir, c'est la fille de Hermann, donc la petite fille de Fritz Haber, qui se suicidera elle aussi, peu de temps après. On en est à 3 suicides en 3 générations. Triste fin. Les deux phases de Haber. D'un côté, excellent professeur et directeur de recherche, tous les collègues qui travaillaient avec lui l'appréciaient beaucoup et le décrivaient comme un chimiste d'un talent très rare. Je vous rappelle qu'il a obtenu un prix Nobel de chimie pour la mise au point de la synthèse de l'ammoniac, à la base de la fabrication des engrais azotés, encore aujourd'hui. De l'autre côté, Haber c'était un patriote ardent et un nationaliste excessif qui a manqué de jugement et commis des crimes de guerre. C'est pour ça que si vous cherchez dans les écrits, vous allez trouver un peu de tout sur lui. Il y a des éloges et évaluations très positives car il a apporté de réels bénéfices à l'humanité, mais vous trouverez aussi des condamnations très sévères en raison des travaux qu'il a effectués sur les armes chimiques et de l'utilisation qu'il en a faite. Malgré des recherches sur lui, il reste difficile de vraiment comprendre ce qui animait profondément ce personnage. D'ailleurs, vers la fin de sa vie, Haber exprime avoir des remords. Au passage, il avait été remarié, mais son dernier souhait sera d'être enterré auprès de sa première femme, Clara. Pas franchement sûr que Clara soit d'accord avec ça. Bref. Et on ne sait pas vraiment tout sur Fritz Haber qui demeure l'un des plus grands, mais aussi des plus énigmatiques chimistes du siècle dernier. Conclusion. Tout à l'heure, souvenez-vous, je vous ai parlé du gaz moutarde. Il se trouve que la compréhension du mécanisme d'action de cette arme a permis, tenez-vous bien, de mettre au point la première famille de molécules qui sera utilisée en chimiothérapie anticancéreuse. Rien que ça. Les premières études reposaient sur des observations faites pendant la Première Guerre mondiale. On avait observé qu'il y avait une forte diminution du nombre de globules blancs chez les soldats gazés à l'hypérite. Sans entrer dans les détails techniques, cela a donné l'idée à des chercheurs d'utiliser des composés similaires à l'hypérite pour lutter contre les lymphomes, c'est-à-dire des cancers du système lymphatique. Pour faire ça, il fallait des composés qui agissent de manière similaire sur l'ADN, mais moins toxiques. Et ça, ils ont réussi à l'obtenir en remplaçant l'atome de soufre de l'hypérite par un atome d'azote. Les recherches se sont alors tournées vers ces moutardes à l'azote. Alors les résultats de ces recherches avaient été tenus secrets pendant la Seconde Guerre mondiale et ont été publiés après celle-ci en 1946. Puis en 1949, la méchlorhétamine a été mise sur le marché. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais avant 1949, on avait recours uniquement à la chirurgie et à la radiothérapie. Donc là, c'était la première chimiothérapie anticancéreuse, c'est quand même ouf quoi. Depuis cette initiation, et grâce à d'autres travaux plus tardifs en biochimie fondamentale, les chercheurs ont développé de nombreux autres traitements anticancéreux. Alors, cet exemple incroyable, il n'est pas là pour légitimer les recherches sur les armes chimiques, pas du tout. Mais par contre, il montre comment les applications de la science peuvent servir le meilleur comme le pire des desseins, et en l'occurrence, là, on est parti d'une arme et on arrive à un traitement. En fait, le plus souvent, les armes chimiques sont des produits dont l'usage a été détourné pour la guerre. Et il est intéressant de noter que c'est pas le cas pour le gaz moutarde. Lui, il n'avait pas d'autres applications et il a été synthétisé en tant qu'arme. Mais c'est plus tard que son usage militaire a été détourné, et dans le bon sens pour une fois, pour lutter contre le cancer. Finalement, c'est pas la chimie ou la science en général qui fait le meilleur ou le pire. C'est l'être humain. La chimie, comme toute science, permet surtout d'élargir le champ des connaissances, de créer et de résoudre des problèmes. Voilà, c'était pas le sujet le plus feel-good de tous les temps, ça c'est sûr. J'espère quand même que ça vous a intéressé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez appris des choses dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager avec vos amis.
Bien sûr, si vous souhaitez avoir plus de détails sur cette histoire, je vais vous proposer des liens en description et notamment les vidéos de ma collègue Françoise Brénon qui m'a également beaucoup aidé pour l'écriture de ce script. Je remercie également Viviane de Syllabus, merci beaucoup pour tous les conseils très avisés que tu m'as donnés. N'hésitez pas, si vous souhaitez commenter, rajouter des informations intéressantes, discuter autour du sujet. Tout ce que je vous demande, c'est pas de jugement, de rester bienveillant et constructif dans vos commentaires. Et moi, comme d'habitude, je lirai tout ça avec plaisir et j'y répondrai. Pour plus de chimie, les amis, rendez-vous sur mon site internet blablaro-chimie.fr et je crois que j'ai tout dit. Donc, quant à moi, je vous dis à bientôt au labo! Il faut dire que vous faites des études vachement intéressantes, hein.